Voilà. Bien, bonjour, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce quatrième webinaire que nous co-organisons entre l'association France Info Espoir et Silk. Ce webinaire est consacré, comme vous le voyez, à comment se préparer pour le déconfinement. Alors, quelques petits conseils techniques. Comme vous le verrez sur votre interface à l'écran, la partie de gauche est la partie où vous verrez les intervenants ou la présentation. Sur la partie de droite, vous avez la partie chat où vous pouvez discuter entre vous et vous avez la possibilité avec là où est cette flèche verte, de choisir si vous voulez poser une question au modérateur qui est Christian Pupinck, ou si vous voulez euh, aller sur le chat room. Et la partie entourée en bleu tout en bas est l'endroit où vous tapez. Les questions seront marquées par des petits points rouges et ces questions seront répondues, elles seront marquées, les réponses, par des petits points verts. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Christian va y répondre tout au long de la présentation et on en gardera quelques-unes pour la suite, la suite de la présentation. Donc comme je vous le disais, ceci est le quatrième webinaire organisé par nos associations en collaboration entre Silk et France Info Espoir. On va se consacrer, on va avoir quatre sujets principaux pour le webinaire. Le premier, c'est qu'on va vous donner des résultats préliminaires de l'enquête Flash 2 qui a sondé les patients atteints de maladies chroniques à l'arrivée de cette date tant espérée qui est la date du déconfinement. Ensuite, nous parlerons des recommandations pour les patients et les particularités que nous devons tous suivre pendant ce processus de déconfinement. Nous aurons ensuite quelques nouveaux aspects juridiques liés justement à la spécificité du déconfinement. Et puis, confinement, déconfinement, on évoquera un petit peu les aspects d'angoisse psychologique et de résilience dont nous avons tous eu à faire preuve lors de ces 50 et quelques jours. Et à la fin de chaque session, nous aurons la possibilité de poser des questions supplémentaires. Christian? Oui, parce que jusqu'à présent, les décisions dont je ne sais pas s'il faut dire dont nous subissons les effets ou dont nous bénéficions ont été prises par le gouvernement, hein, qui s'est appuyé bien sûr sur son comité d'experts, dont les avis d'ailleurs ont pu évoluer au cours du temps, compte tenu à la fois de la connaissance plus approfondie de la pathologie, mais aussi des possibilités d'y répondre. Mais maintenant, très clairement, on est dans une phase de déconfinement qui est certainement un peu plus difficile à gérer de haut en bas et pour lequel il est nécessaire de s'appuyer sur le comportement de la population, c'est-à-dire de chacun d'entre nous. Alors, à cet égard, j'insiste beaucoup sur la place des associations, hein, qui ont une réactivité qui leur permet à la fois d'être à l'écoute des patients et des proches, mais également de pouvoir proposer des modalités d'intervention qui n'ont rien de spécifique de ce que jusqu'à présent pouvait proposer l'administration, qui parfois réagit un peu tardivement. D'autre part, il nous importe, je dirais, puisque chacun de vous a sa propre solution, c'est de contribuer à ce que collectivement nous ayons une attitude de rebond pour démarrer une nouvelle phase à la suite de cette épidémie de covirus. Et ceci est vrai non seulement maintenant, mais je pense que malade, vous savez ce que veut dire rebondir, et c'est le pourquoi de ce webinaire d'aujourd'hui. Très bien. Merci, merci Christian. Donc, je voudrais d'abord moi aussi commencer par remercier aussi les intervenants qui ont accepté de participer à ce webinaire. Et donc, ces intervenants sont le docteur Sylvain Choquet, hématologue, que certains d'entre vous connaissent très bien,
Sylvain a participé au précédent webinaire. Dominique Thierry également, qui a participé aux autres webinaires. Caroline Leflour, Christian Pupin et moi-même. Alors, on va parler, pour commencer, de cette enquête flash dont certains d'entre vous ont probablement participé. Cette enquête avait pour but d'abord, elle a eu lieu en 2 temps. Premier temps, c'était sur le déconfinement, proprement dit. Et en deuxième temps, nous avons voulu évaluer quelles étaient vos attentes et vos craintes par rapport au déconfinement. Alors, sur cette deuxième enquête, nous avons eu 1737 participants. Ce qui est important de noter, c'est que 30% de ces participants étaient atteints soit de lymphome, soit de leucémie, ce qui représente quand même 30% des répondeurs à cette enquête. Une des questions qui a été posée aux patients était de savoir s'ils avaient été testés pour le Covid-19. Et seulement une partie très minime des répondeurs, il me semble que c'est 5% pour les patients atteints de lymphome, avaient effectivement été testés. Et il n'y avait que 2 patients leucémie lymphoïde chronique qui ont été testés positifs. Maintenant, lorsqu'on regarde résultats un peu généraux de cette enquête, on s'aperçoit déjà que ce soit pour les lymphomes ou pour les leucémies, la tranche d'âge de la population qui a répondu est assez similaire, avec une grande représentativité à partir de patients de 55 ans et plus. En revanche, pour la question qui a été posée sur le renoncement à consulter ou à se rendre aux urgences pour des symptômes liés au cancer ou aux autres traitements, nous avons remarqué que 16% des patients atteints de lymphome avaient eu effectivement à renoncer à aller se rendre, à consulter le médecin. Mais en ce qui concerne les leucémies lymphoïdes chroniques, aucun renoncement n'a été constaté. En tous les cas, cela explique quand même une certaine responsabilité aussi des patients qui ont évité en période de confinement effectivement de se rendre dans les établissements. Par rapport aux préoccupations des patients, on s'aperçoit que les préoccupations sont identiques pour les patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de lymphome. Dans la perspective du déconfinement, on a demandé aux patients ce qui les préoccupait le plus. Évidemment, ce qui ressort en premier par rapport à ce déconfinement, c'est la peur d'être contaminé, c'est de ne pas savoir si le patient est malade ou a été malade, et c'est la difficulté également à retrouver une vie sociale, une vie active normale. Dans le classement des perspectives de déconfinement et les attentes des patients, on s'aperçoit que finalement, le plus important, et ça c'est sur la population globale qui a été enquêtée, c'est de retrouver une forme de liberté, c'est de revoir la famille, c'est de reprendre une vie sociale et une vie active de loisirs. Pour cette dernière question que nous avons sélectionnée, encore une fois, préoccupation identique entre la LLC et les lymphomes. Et là, qu'est-ce qui rassurerait plus les patients pendant cette période de déconfinement? Et sans surprise, on peut constater que c'est l'accès généralisé au masque, c'est l'accès généralisé aux tests, et c'est aussi évidemment le respect strict des mesures de barrière. Donc c'est tout ce qui est dans la prévention par rapport à la possibilité d'être contaminé par le virus. Et cela tombe très bien parce que ce sont les questions, certaines de ces questions qui vont être adressées maintenant par le docteur Sylvain Choquet. Et on va commencer, docteur, si vous le voulez bien, par la présentation des recommandations faites par France Info Espoir et Silk en termes de déconfinement. Juste pour information, je préviens les auditeurs, les participants à ce webinaire, que le fichier dont va parler
Docteur Choquet est disponible pour téléchargement directement sur notre interface. Je vous en prie. Alors, merci à tous de m'accueillir encore une fois pour discuter des problèmes Covid, et on arrive enfin dans la période agréable où on se rapproche de la vie normale. Alors, à la demande de France Info Espoir et avec un certain nombre d'experts médicaux, il a été proposé des recommandations. Alors, il faut bien avoir en tête que ce sont des propositions, c'est pas quelque chose d'officiel. Le LISA, parce que essentiellement des membres du LISA qui ont répondu à ce questionnement sont pas tous d'accord sur ce qui est proposé. Donc il y a évidemment des variations, notamment en fonction des régions. Et on voit très bien nos collègues qui sont de régions peu impactées, beaucoup plus souples dans leur façon de voir les choses que ceux qui sont des régions beaucoup plus impactées comme l'Est ou l'Île-de-France. Alors, dans ces questions toujours un petit peu délicates et qui reviennent à chaque fois dans les questions, mais qui sont pas forcément évidentes, c'est qui sont les personnes fragiles. Fragile, c'est dans le sens, je vous le rappelle, non pas j'ai plus de risque d'attraper le virus, on a tous le même risque, mais le risque de faire une forme qui est sévère. C'est ça vraiment le plus embêtant. Et pour les personnes qui sont le plus fragiles, on avance un petit peu dans nos connaissances au fil des semaines et des mois avec le Covid-19. Les plus à risque, de façon assez claire, sont les patients qui sont allogreffés depuis peu de temps, ou qui sont allogreffés avec encore des immunosuppresseurs. Si vous êtes dans ce cas-là, considérez-vous comme les personnes vraiment fragiles, avec, on va le voir par la suite, peut-être à continuer pour vous-même un confinement comme il existait jusqu'à maintenant et avoir des mesures assez drastiques. Après, un petit peu moins à risque, mais toujours à prendre en compte, ce sont essentiellement et beaucoup des patients qui ont des leucémies lymphoïdes chroniques et traités par fludarabine ou bendamustine, et là il y a aussi des lymphomes par bendamustine, un peu moins par fluda, pour lesquels le traitement a été fait, est en cours, ou a été fait il n'y a pas très longtemps, et si vous avez un taux de CD4 encore bas, alors comment le savoir en gros, c'est est-ce que vous avez toujours une prévention des infections par Bactrim et Zélitrex, ou est-ce que vous n'en avez plus? Si votre médecin vous donne encore une prévention, c'est que vous êtes toujours à risque. Si vous en donne plus, c'est que probablement vous êtes en meilleur état général. Et la troisième catégorie qui est un petit peu plus à risque, ce sont les personnes, alors c'est plutôt les myélomes qui ne sont pas là ce soir, qui ont de la dexaméthasone ou des corticoïdes au long cours. Là, c'est un petit peu plus à risque. Et puis, il y a les personnes plus légères, où là, franchement, vous allez pouvoir rentrer pleinement, avec des réserves bien sûr, mais rentrer pleinement dans le déconfinement. Ce sont les patients qui ont encore des hypogamma-globulinémies. Quand vous regardez l'électrophorèse et qu'on vous donne le taux de gamma-globuline, vous êtes en dessous de la normale. Vous avez un petit risque d'avoir des formes un peu plus sévères, mais vraiment qui sont légères. Donc, vous êtes à considérer quand même un petit peu à risque, mais sans plus. Et puis, ceux qui sont en cours de chimiothérapie ou des chimiothérapies il y a peu de temps. Si vous avez eu un lymphome qui est en rémission complète depuis plusieurs années, considérez-vous vraiment comme monsieur et madame tout le monde. Votre risque est strictement identique au reste de la population générale. Alors, la question qui suit. Est-ce qu'il y a évidemment un risque variable en fonction des régions? Là aussi, ce n'est pas le risque d'avoir une forme grave ou pas, c'est le risque de l'attraper. Il y a très très clairement une différence de risque d'infection en fonction des zones géographiques. Quand on discute avec nos collègues qui sont soit bretons, soit de Nouvelle-Aquitaine par exemple, ils voient très très peu de Covid dans leur région. Alors il ne faudra pas faire les fous et enlever le masque, mais là franchement le risque est mineur. Ce qui veut dire en pratique, si vous êtes quand même dans ces catégories à risque dont on a parlé tout à l'heure, vous êtes un petit peu plus souple pour sortir, aller voir la famille, ce genre de choses qui vous fera quand même du bien, parce que c'est un peu pénible de rester enfermé pendant des semaines et des semaines. Et puis il y a les zones qui sont à plus à risque, les zones rouges qui sont indiquées par le gouvernement. Ces zones, il y a encore pas mal de Covid, beaucoup moins qu'il y a quelques semaines. Là, il faudra vraiment être assez strict quand vous sortez, mais vous pourrez quand même sortir, c'est-à-dire la distanciation, au moins 1 mètre, 2 mètres, c'est quand même mieux, et surtout le masque. Alors, on pourra discuter quel masque, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Alors, si vous devez sortir ou vous déplacer, la première chose, je crois, qui est importante, c'est n'ayez pas trop peur. Ne vivez pas dans un délire hyper sécuritaire en disant je sors, je vais mourir. Si le gouvernement, avec son comité d'experts, décide qu'on peut faire le déconfinement, c'est que le risque est quand même nettement inférieur à ce qu'il était il y a quelques semaines. Et c'est ce que nous voyons dans notre pratique quotidienne en termes d'hospitalisation avec les patients en Covid. Ça s'est vraiment effondré. Mais le risque n'est pas nul. Donc si vous sortez, le masque systématique,
quand vous êtes à l'extérieur ou en contact, même en contact avec des proches qui ne vivaient pas avec vous jusqu'à maintenant. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont positifs ou pas. Peut-être les sécurités qui pourraient vous aider, avec les sérologies, on pourra peut-être en discuter. C'est quelque chose qui devient un petit peu à la mode et qui va se faire dans presque tous les laboratoires. C'est déjà en cours pour certains et la majorité dans peu de temps. Si vous-même, vous faites une sérologie et que vous êtes positif pour le Covid, si vous avez eu des signes cliniques il y a quelque temps, il y a plus de 15 jours, ou si vous n'avez rien eu comme signe clinique, très probablement vous êtes immunisé. Donc il faut vous sentir un peu rassuré. Vous pouvez sortir avec le masque, mais par exemple, si vous avez des enfants en bas âge ou des enfants qui doivent aller à l'école, sentez-vous rassuré, vous pouvez les envoyer. Votre risque de attraper le Covid est proche de la nullité si vous êtes en sérologie positive. Si vous êtes négatif en sérologie et que d'autres dans votre famille sont positifs, c'est difficile à dire parce qu'ils peuvent être dans la période où ils sont encore infectants. Donc, il faut garder quand même le masque. Si ils ont eu des signes cliniques à 15 jours, une hospitalisation un peu plus et qu'ils sont positifs, probablement qu'ils sont plus infectants. Mais par sécurité, je vous recommande de garder le masque aussi. Alors, les questions suivantes. Votre santé, c'est un petit peu général. J'ai du mal à répondre à cette question tellement elle est vaste. Votre vie sociale, je pense que c'est plutôt mes collègues qui en discuteront par la suite. Une période difficile pour les personnes fragiles. Je pense qu'elle va être difficile, un peu stressante psychologiquement. Mais on arrive dans la période où ça va être de moins en moins difficile parce qu'on va s'ouvrir sur la vie quasi normale. Et je pense que c'est important pour vous, même si vous avez un petit peu de risque, de revivre. Ça vous fera du bien. Et en gardant toutes les prescriptions que nous demande de suivre le gouvernement, vous pourrez faire quand même beaucoup plus de choses que vous faisiez jusqu'à maintenant. Donc, suivez-les. N'ayez pas forcément trop peur. On va passer à la diapo suivante. Alors, l'accès généralisé au masque et l'accès généralisé aux tests et le respect strict des mesures barrières dans tous les lieux publics. Alors, l'accès au masque, il est très probable, je ne peux pas dire à 100%, mais la grande majorité des villes essayent de fournir gratuitement au moins un masque aux habitants de la ville. Alors, il y a une différence pour les petits qui est variable selon les villes. Il y en a qui fixent à 8 ans, d'autres à 11 ans. C'est pas forcément très grave. Et normalement, ces masques sont gratuits. Après, quand vous êtes malade, et si il n'y a pas de masque, vous l'avez perdu dans votre ville, vous pouvez demander à votre médecin hématologue qu'il vous fasse une ordonnance de masque chirurgical et vous pourrez les avoir à la pharmacie. Il précise que parce que vous avez un déficit immunitaire, il n'y aura pas de problème pour vous en avoir en supplément. Quel type de masque? Alors, il ne faut pas s'inquiéter. Là, il y avait des discordances dans les experts. Il y avait un expert qui disait qu'il faut des masques FFP2, vous savez, ceux qui sont en forme de canard pour les allogreffés. Ça semble pas être des recos générales des allogreffés. Donc, le masque chirurgical, c'est largement suffisant et c'est celui qui, pour vous et pour moi aussi, est le meilleur. Et le masque en tissu que les villes donnent ou que vous pouvez acheter dans les grandes surfaces, ce genre de choses. C'est une bonne sécurité si vous avez une bonne distanciation avec les autres de 1,50 m, 2 mètres. Donc ça reste bien. Le masque chirurgical, c'est bien quand le risque est un peu plus élevé. Lorsque vous allez à l'hôpital, par exemple, lorsque vous allez voir des proches avec un risque pas négligeable qu'ils soient malades. Donc ça peut être mieux que le masque en tissu. Les tests, on en a parlé tout à l'heure. Donc un petit peu un rappel. Les tests sérologiques, donc c'est une prise de sang. Il y a 2 types d'anticorps. Les IgM qui apparaissent rapidement. En moyenne, c'est à peu près 4-5 jours après les signes cliniques. Et puis les IgG qui arrivent un peu plus tard, 10 à 15 jours après les signes cliniques. Alors, c'est pas parfait, mais ça peut donner quand même beaucoup d'aide. C'est pas parfait, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, ça a été prouvé, qui ont de vraies infections Covid et qui n'ont pas fait de sérologie positive. Donc, si vous êtes négatif, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas eu le Covid. Et puis, à l'inverse, si vous êtes positif, surtout si vous avez plus d'IgM que d'IgG, vous êtes peut-être encore dans cette période d'infection. Vous risquez de transmettre l'infection à quelqu'un d'autre. Par contre, ça semble assez spécifique, c'est-à-dire si vous êtes positif, c'est très peu probable que vous n'ayez pas eu le Covid. Donc, soit vous êtes en train de l'avoir, soit vous l'avez eu dans le passé. Donc, sur le plan épidémiologique, c'est très utile. Pour vous-même, si vous avez eu des signes, si vous êtes positif, probablement c'est sécurisant. Parce qu'on va pas avoir, enfin ça, on connaît pas trop la personne qui est positive et qui va faire les signes graves après. En général, il y a eu soit rien du tout asymptomatique, soit des signes et ensuite la sérologie. Donc ça peut vous aider. Vous pouvez demander éventuellement à votre médecin une sérologie. Alors
le remboursement, c'est pas très clair. Hein. Si vous n'êtes pas du tout remboursé, c'est aux alentours de 30 ou 40 euros. Si vous faites à l'hôpital, ça sera gratuit. Mais vous voyez, avec la mutuelle, vous aurez peut-être un petit peu à mettre de votre poche. Mais ça peut vous aider un peu pour tranquilliser dans ce cas-là. Si vous avez le moindre doute sur une interprétation, sur des proches, sur vos enfants, sur vous-même, n'hésitez pas à demander à votre hématologue. Il pourra vous dire exactement qu'est-ce que ça veut dire. Il n'y a pas de souci. Alors, obligation de rester confiné pour les populations à risque. Je pense que le terme obligation, on peut de toute façon l'enlever. Il y a les recommandations, c'est pas vous êtes obligé pour vous et vous êtes obligé de sortir pour les autres. Chacun s'adapte en fonction des risques, de ce qu'il ressent et de sa maladie. Il est évident que celui qui est allogreffé, qui a beaucoup d'immunosuppresseurs actuellement, c'est bien de continuer le confinement, c'est bien d'éviter d'envoyer vos enfants à l'école, c'est bien d'éviter que votre conjoint aille au travail. Si vous pouvez rester confiné encore pendant au moins 15 jours, 3 semaines, ça peut être une bonne chose. Et puis à l'inverse, si vous avez une maladie qui est guérie depuis 2 ans, alors là vous faites ce que vous voulez, en suivant les consignes générales. Et si vous avez une hypogamma, vous pouvez quand même sortir. Soyez pas vraiment stressé. Je crois que la question la plus difficile, et c'est là où il y avait plus de discussions dans les experts, c'était j'ai des enfants, est-ce que je les envoie à l'école? Là c'est délicat, je ne peux pas vous dire de façon scientifique il faut faire ou il ne faut pas faire. En gros, vous voyez en votre âme et conscience et puis avec l'avis de votre hématologue qui peut vous aider. S'il vous dit non, vous êtes vraiment à risque infectieux, c'est peut-être mieux de ne pas envoyer votre enfant. Si votre risque immunitaire est faible, allez-y, ça va faire du bien à tout le monde et à vos enfants de revoir les copains. Et soyez pas complètement terrorisés par le risque Covid. La mise en place d'une application de traçage. Alors, ça pose beaucoup de questions. À savoir, est-ce qu'on va la généraliser? Est-ce que ça va être uniquement volontaire? Que vont devenir les données? Il y a des vidéos qui circulent de personnes qui disent ça y est, on va nous fliquer les assurances, nos patrons auront toutes les idées. Donc, faut pas délirer, mais il y a quand même un problème éthique qui se pose. Les médecins n'aiment pas donner vos données à d'autres personnes que les médecins. Vous pouvez comprendre, c'est dans notre éthique. Après, si c'est vraiment très strict, période donnée uniquement pour le Covid, avec pas plus d'autres données, ça peut se discuter. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est probablement quelque chose qui sera sur le volontariat. Donc, à voir, mais c'est vrai que c'est pas encore super clair ce qui va être proposé, quels sont les risques et les intérêts de cette application-là. Ça a très bien marché en Corée du Sud, mais ils n'ont pas le même état d'esprit qu'en France. On est un peu plus latin, on n'aime pas trop donner nos informations. Alors, le maintien à l'école à distance si un parent ou un frère, sœur est à risque. Alors, pour rappel, les enfants, sauf exception, alors de 0 à 1 an, ils sont à risque, mais il y a très très peu de décès dans le monde. Entre 1 an et puis adulte, le risque il est quasiment nul. Il y a eu malheureusement un décès d'une jeune fille de 15-16 ans à Necker. De mémoire, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres en France. Donc vraiment, les enfants, ils n'ont pas de risque de faire de formes graves. Mais à l'inverse, ils ont un petit risque, pas énorme, de transmettre le virus. Qu'il ne l'ait pas eu, qu'il l'attrape à l'école, qu'il le remette. Ça fait beaucoup de si. Il y aura à l'école moins de personnes, ce sera des mi-classes ou des choses comme ça. Ça sur le volontariat. Ils auront des masses s'ils sont un petit peu grands, moins s'ils sont plus petits. Et on sait, ça c'est clair, que les enfants attrapent moins facilement le virus et le transmettent moins. Donc si vraiment vous êtes très à risque, allogreffé, gardez vos enfants. Dans la majorité des autres cas, je pense que vous avez assez de souplesse pour quand même pouvoir envoyer vos enfants à l'école, mais tout est ouvert et en discussion. Si vous avez le moindre doute, vous vous retournez vers votre hématologue qui pourra vous aider. Le maintien à l'école à distance, on vient de le dire. Le test de diagnostic et sérologie, à qui s'adresse-t-il? Donc on a dit un peu comment l'interpréter, maintenant à qui il s'adresse. Il s'adresse aux professionnels, il s'adresse aux malades, il s'adresse aux personnes à risque, mais c'est l'interprétation qui est toujours délicate. Donc je pense que ça peut être pas mal si votre médecin vous le propose de le faire. Si ça vous intéresse de dire est-ce que j'étais positif ou pas, vous pouvez le demander à votre médecin, je pense qu'il sera d'accord pour vous faire une ordonnance. Mais après, il ne faut pas avoir peur évidemment de le faire. Si votre médecin estime que c'est pas franchement utile, vous pouvez l'écouter ou demander à un autre médecin qui vous le fera. C'est comme on dit, ça mange pas de pain, c'est pas franchement grave de le faire et ça peut aider, mais attention à la surinterprétation des résultats. Report de plusieurs mois des contrôles médicaux. Alors là, vraiment, je pense que la réponse, c'est votre hématologue vous dira. S'il vous dit venez à l'hôpital
parce qu'il faut faire votre chimio, il faut aller à l'hôpital faire votre chimio. S'il dit venez à l'hôpital parce qu'il faut que je fasse tel examen que je vous examine, allez-y. S'il vous dit je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, écoutez-le, attendez encore un petit peu. C'est lui qui connaît vraiment votre dossier, qui saura vous dire est-ce qu'il y a plus d'intérêt à venir à l'hôpital ou il y a plus d'intérêt de rester à la maison. Ouais. Docteur Choquet, juste une petite précision sur ce que vous avez dit. Alors, il faut juste préciser pour tout le monde que les patients qui sont à très haut risque de développer une forme grave de Covid-19 peuvent bénéficier donc de 10 masques gratuits par semaine s'ils obtiennent une prescription par leur médecin. Oui, ça, je crois que c'est les 14, mais enfin peu importe, je crois que c'est 2 par jour. Ah, ça, oui. Il me semble que 2 par jour, c'était pour les professions médicales. Mais bon, enfin, il me semble que le décret, c'était 10 par semaine. Et une précision par rapport au test PCR, il y a un décret qui est passé hier sur le remboursement intégral des tests PCR. Voilà, on voulait juste vous le préciser. C'est bien. Alors, je rappelle, voilà. Le test PCR, c'est dans le nez, hein. Voilà. C'est pas dans le sang. Voilà. Maintenant, quelques questions là qui viennent qui viennent d'auditeurs. Alors, que veut dire ALD? C'est affection de longue durée. Je ne sais pas pourquoi il y a cette question, c'est que vous êtes en gros en sous-pourcent. J'ai eu une récidive d'un lymphome folliculaire, terminé ma chimio fin octobre 2019 et j'ai actuellement un traitement par MabThera tous les 2 mois. Je suis content de l'apprendre. Alors, je sais pas trop quelle est la question. La question, je pense, c'est est-ce qu'elle peut se considérer comme personne à risque? Ouais. Donc, en gros, vous êtes peu à risque. Vous voyez, on ne peut pas faire du blanc et du noir, hein, c'est très dur. Votre risque sur rituximab, il n'est pas nul. On a décrit avant un peu plus d'infections herpétiques, notamment de certains virus avec le rituximab, mais ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est allogreffé. Vous voyez. Donc, si vous êtes dans ce cas-là en entretien MabThera, vous pouvez tout à fait sortir avec un masque, avec la distanciation. Hein, n'ayez pas de risque. La question, est-ce que j'ai des enfants, je les envoie à l'école? Si vous avez vraiment peur, vous les gardez. Si vous pensez que votre enfant en a marre de rester à la maison, je pense que vous pouvez l'envoyer. Il n'y a pas trop de risque. Votre risque est mineur. Il est un peu plus supérieur à la population, mais il est franchement pas très élevé. Alors, puis-je garder ma petite fille de 4 ans alors que je suis sous immunothérapie et dois-je porter un masque avec elle? Alors, c'est très délicat. C'est-à-dire que si la petite fille de 4 ans, elle fait des va-et-vient, c'est-à-dire qu'elle va chez ses parents et puis elle va voir sa grand-mère, je comprends que c'est sa grand-mère, et régulièrement elle va dans des endroits à l'école ou autre, bah, à chaque fois on ne sait pas si elle a eu à un moment l'infection ou pas. Moi, je pense que j'ai pas envie de faire une prise de sang à la petite fille pour savoir si elle est séropositive ou pas pour le Covid. Je répondrai simplement à Catherine que si l'immunothérapie, c'est pas quelque chose, un immunosuppresseur de type allogreffe, elle peut tout à fait, mais avec un masque, garder sa fille. À 4 ans, la fille, elle pourra pas, la petite fille, garder le masque. Mais par contre, garder un masque en sa présence, dans le doute. Pour les personnes atteintes d'un lymphome de la zone marginale, sans traitement, sommes-nous également concernés par vos recommandations? Donc, les lymphomes de la zone marginale, il y en a une bonne partie qui n'ont jamais besoin d'être traités, mais il peut quand même avoir un petit déficit immunitaire. Alors, vous le savez comment? Bah, ça, vous le verrez sur l'électrophorèse. L'électrophorèse, vous savez, la courbe qu'on voit souvent à la fin des examens, qui n'est pas toujours demandée, mais si elle est demandée, vous regardez le dernier dosage, qui sont les gamma-globulines, hein, et si vous êtes en dessous de la norme, ça veut dire que vous fabriquez un peu moins d'anticorps que la normale. Si c'est le cas, vous êtes un tout petit peu à risque. Tout petit peu à risque, comme j'ai dit, vous pouvez tout à fait sortir avec le masque et la distanciation. Votre risque est relativement faible. Hein. La 4e question, quelles précautions à prendre au travail en bureau partagé? Ça, c'est compliqué. On va déjà répondre à cette première question-là. Ça dépend toujours si vous êtes à risque ou pas. Le travail, vous allez être avec des adultes. Les adultes sont eux qui ont vraiment le risque d'attraper le virus et de le transmettre. Maintenant, on est dans des situations où l'employeur a l'obligation de faire de la distanciation, pas forcément du masque, ça dépend des entreprises, mais au moins la distanciation pour que le risque soit diminué. Mais il n'est pas nul. Donc, si vous revenez au bureau, alors paysager, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, hein, si peut-être ouvert, ARL, je ne sais pas, ou dehors, mais en tout cas, si vous revenez au bureau, il faut quand même que vous ayez une immunité qui soit correcte. Donc l'hypogammaglobulinémie, ça pose pas trop de problème. Si vous êtes à distance d'une chimio, il n'y a pas trop de problème.
mais les cas précédents, c'est-à-dire traitement avec dexaméthasone, fludarabine récente, bendamustine récente, allogreffée, autogreffe dans les 2-3 mois, j'aurais plutôt tendance à essayer de continuer le télétravail pendant 3-4 semaines, dans ces cas-là. Là encore, si vous avez du mal à vous situer dans quelle catégorie vous vous trouvez, vous pouvez demander à votre hématologue. Alors, comment peut-on déterminer si on est immunodéprimé ou non? Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, en fonction de la prise de sang, du type de traitement et de la maladie. À titre d'exemple, donc on va voir si vous avez bien appris. Je suis un patient LLC jeune. 43 ans, c'est très jeune pour une LLC, même de façon générale, c'est très jeune, 43 ans. Je n'ai pas encore eu de traitement, donc c'est plutôt bien. Je n'ai pas de comorbidité, et à part la lymphocytose qui fait partie de la définition, mes valeurs sanguines sont dans la norme. Mais vous avez parlé dans les précédentes webconférences des anticorps. Alors, c'est tout à fait ce que j'ai dit. Et ça arrive souvent dans les leucémies lymphoïdes chroniques et dans les myélomes, mais il n'y en a pas ce soir, c'est d'avoir une hypogammaglobulinémie. Donc ça, c'est fréquent. On sait que les patients qui ont des LLC, et d'autant plus s'il y a l'hypogammaglobulinémie, ils sont à risque de pneumocoque. Donc, sans avoir de preuves, il est probable que si vous avez une infection virale, vous vous défendez un peu moins bien. Ça ne veut pas dire pas du tout, c'est-à-dire un peu moins bien. Mais au reflet de tout ce qu'on a repris, nous, dans nos patients qui ont attrapé le Covid, on n'a pas vu ressortir l'hypogamma comme un facteur majeur de forme grave. Donc, ne vous inquiétez pas trop. Si on vous demande de reprendre le travail et qu'il n'y a pas de risque, vous pouvez envoyer vos enfants à l'école, vous pouvez, mais gardez le masque. Ne soyez pas trop sécurisés quand vous sortez, masque et distanciation. Y a-t-il des conseils particuliers pour les patients atteints de lymphome à cellules du manteau? Eh bien, pas plus que les autres. Il y a des lymphomes à cellules du manteau qui sont indolents qu'on ne traite pas. Là, il n'y a pas de problème. Il y a la majorité des lymphomes à cellules du manteau qu'on doit traiter. Si vous êtes en cours de traitement, en cours de chimio, je pense qu'on vous a demandé de continuer à venir à l'hôpital parce qu'on ne va pas attendre sur un manteau quelques mois. Donc, dans ce cas-là, considérez-vous quand même à risque. Si vous êtes dans les 3 mois post-autogreffe, pareil, je vous recommande plutôt de rester à la maison et de poursuivre votre confinement, d'éviter d'envoyer vos enfants à l'école ou le conjoint au travail. Si vous n'êtes pas dans ces circonstances-là, si vous êtes à distance de la fin du traitement ou une forme indolente de lymphome à cellules du manteau, vous avez la possibilité de sortir et de vous déconfiner comme les autres Français. Les personnes ayant été traitées il y a 2 ans pour un lymphome de Hodgkin avec traitement classique, BICOP, ABVD, sont-elles considérées comme des personnes à risque de Covid-19? Alors, si il y a 2 ans, a priori, vous êtes en rémission complète, s'il n'y a pas de rechute, ce qui est rare quand même à 2 ans, vous êtes probablement guéri avec une immunité qui est considérée comme quasi normale. C'est vrai que dans la littérature, on a montré que ces patients qui ont eu un Hodgkin ont un peu plus de maladies auto-immunes que les autres, mais le risque est vraiment mineur, c'est statistique. Donc il faut vous considérer comme un Français non immunocompétent, immunodéprimé, et prenez les directives que tout le monde peut avoir. Vous pouvez repartir au travail, envoyer vos enfants à l'école, vous déconfiner comme les autres. A-t-on une possible date de déconfinement des personnes à risque? Ça, c'est vraiment l'évolution qui nous dira. La question fait rire, mais elle n'est pas bête. C'est-à-dire que vous l'avez tous compris, le déconfinement, on va le regarder vraiment de très près pour savoir s'il y a une seconde vague. C'est quoi la seconde vague? C'est en fait le virus, il était tapis, il va ressortir, il va profiter des personnes qui sortent pour réinfecter tout le monde. Pour l'instant, quand on avait commencé le Covid, une personne infectée infectait plus de 2 personnes, 2,5 à peu près. Donc évidemment, vous imaginez, ça explose. Là, on est à 0,5, c'est-à-dire qu'il faut 2 personnes infectées pour qu'il y en ait une après. Donc on est forcé, si ça continue comme ça va disparaître. C'est forcé, c'est mathématique. Donc il faut qu'on reste en dessous de 1. Et c'est grâce au masque, c'est grâce à la distanciation qu'on devrait pouvoir réussir. Attendre au moins, on va voir si ça marche, au moins dans 15 jours. Donc les chiffres, ça va pas être tout de suite au bout d'une semaine, on ne verra pas parce que ceux qui sont infectés, ils vont déclarer la maladie après. Donc attendre au moins 15 jours, 3 semaines. Et les nouveaux chiffres nous diront, est-ce qu'on est en train de gagner la bataille, qu'il n'y a pas de deuxième retour de flamme, ou est-ce qu'il faut se méfier? Si ça remonte, on reste pour les très immunodéprimés, rester à la maison. Si on se rend compte que ça continue à s'effondrer, c'est que probablement tout le monde pourra, immunodéprimé compris, pourra profiter du déconfinement. Alors les associations de malades qui s'occupent de ce webinaire avec brio pourront-elles organiser des réunions patients-médecins durant le dernier trimestre 2020? Alors ils sont dans la même législation que toute réunion de concert, de cinéma ou autre. Pour l'instant, on est limité à 10 personnes, donc ils peuvent faire des réunions de 10 personnes, qui a un intérêt assez limité. Mais dès qu'il y aura un déconfinement et qu'on peut dire on peut faire des réunions de 50, il y aura une réunion de 50, mais pour vous, vous comprenez, c'est au moins des réunions de 100 ou 200 un peu plus.
Donc, je pense pas qu'il y aura de possibilité, a priori, avant le milieu de l'été, hein, juillet, août. Hein, c'est ce qu'on dit pour les spectacles. Donc, vos associations, elles vont écouter ce qu'on dit pour tout le monde, nombre de personnes permises pour une réunion. LLC stade A sans traitement, très bien, 2 enfants, 11 ans, 15 ans. Quel risque j'ai de leur faire prendre? Alors, pour l'enfant, ils ont quasiment 0 risque. Hein. Le risque est plutôt éventuellement vous, hein, quand vous êtes malade, d'envoyer vos enfants à l'école et qui vous rapportent le virus. Mais vous êtes en stade A. Donc, au pire, vous avez une hypogammaglobulinémie. Donc, le risque, il est vraiment modéré. La seule chose que je vous dirais en conseil, je crois que c'est bien qu'ils aillent à l'école, qu'ils revivent normalement, qu'ils se sentent bien. Vous pouvez vivre normalement, sortir avec le masque. Et puis, peut-être attendre 2-3 semaines avant de leur faire des bisous. Voilà. Ça serait le seul petit bémol à avoir avec vos enfants. Je sais que vous en avez très envie, mais attendez un petit peu. Voilà ce qu'on peut recommander. Très bien, docteur. Christian, y a-t-il des questions qui sont remontées pendant la présentation du docteur Choquet? Il faut que tu mettes le micro, Christian. On n'entend pas. Faut mettre micro on, en haut Voilà. d'écran. C'est fait, merci. C'est un flot de questions et c'est dire l'intérêt qu'a suscité le docteur Sylvain Choquet avec ses explications. Alors, je vais en sortir quelques-unes de façon à ce que les réponses puissent être faites de manière circonstanciée. Tout d'abord, Pierre qui demande quelle est la sensibilité des personnes souffrant de LLC au Covid, la manière dont ils sont suivis et puis les soins et éventuellement les résistances. Catherine qui demande si son mari, s'y a-t-il un risque pour elle, qui est immunodéprimée, si son mari reprend le travail. Il y a ce même type de question pour Ronnie, dont la conjointe reprend le travail alors qu'elle-même est aplasique. Des questions un peu plus précises sur le Waldenström, qui présente une immunoglobulinémie, une IgM élevée, et comment interpréter les tests sérologiques. Serge qui demande quelles sont les précautions particulières en cas de traitement par ibrutinib pour une leucémie lymphoïde chronique. Pierre également qui demande quand on aura-t-on les vaccins et quelle sera leur efficacité. Et enfin, une question un peu plus complexe d'Olivier qui cumule une leucémie lymphoïde chronique, un Gougerot, une maladie de Willebrand et qui s'interroge sur sa reprise d'activité. Donc voilà, une volée de questions. Beaucoup d'autres d'ailleurs intéresseront Dominique Thierry parce que c'est les conditions de reprise du travail en entreprise. Voilà. Alors, je vais reprendre, j'ai noté un petit peu dans l'ordre. La première question était très générale sur la LLC, risque, résistance. Alors, résistance, je pensais résistance du virus au traitement. Là, pour l'instant, on n'a pas découvert de mutation avec une implication clinique dans le virus jusqu'à maintenant, ce qui est plutôt rassurant. C'est-à-dire que c'est le même, avec la même virulence depuis le début de l'infection et maintenant, et que vous soyez LLC ou pas, ça ne change pas. Maintenant, le risque. La LLC, comme beaucoup de maladies, a des stades qui sont très différents. La LLC qui reste à toute sa vie, qui n'aura jamais besoin d'être traitée, le risque il est vraiment faible. Éventuellement une hypogammaglobulinémie, donc un tout petit risque, vraiment pas grand-chose. Et puis à l'inverse, ça peut être l'allogreffé qui lui va avoir le risque maximal. Au milieu, vous allez avoir les LLC qui sont traités ou entre les traitements. Si vous êtes entre les traitements, vous avez probablement une immunochimiothérapie à base de bendamucine ou fludarabine. Là, c'est vraiment en fonction de la date et de votre dosage de CD4. C'est de sous-type de lymphocyte. Si votre dosage de CD4 est en dessous de 200, en général, c'est au moment où vous avez encore du Bactrim ou de la Welvon, parce que vous êtes à risque, et du Zelitrex. Vous êtes considéré comme immunodéprimé, il faut faire attention. Je vous conseillerais de rester confiné, d'éviter d'envoyer votre conjoint au travail et vos enfants à l'école. Si vous êtes en dehors de ces cas-là, c'est-à-dire le traitement, vous n'êtes plus en cours de traitement, vous n'êtes pas en aplasie, vous avez des CD4 qui sont élevés, là vous faites comme les autres, il n'y a pas de souci. Et puis j'en profite parce que c'est toujours la LLC, il y avait une autre question qui était ibrutinib et LLC. Oui. La première chose, n'arrêtez pas votre ibrutinib. Ça c'est vraiment dans les recos du groupe LLC,
c'est un médicament qui est vraiment utile. Le venetoclax aussi, hein, mais là ma question c'était avec l'ibrutinib. Il faut continuer. Si vous arrêtez, ça explose LLC. Donc il faut vraiment garder le médicament. Le risque sous ibrutinib, il n'est pas forcément énorme. Bien sûr, il y a un risque immunitaire, un petit déficit immunitaire, vous attrapez plus d'infections que quelqu'un d'autre. Donc vous êtes un peu au milieu. Si vous avez des enfants qui doivent aller à l'école, bah, c'est à discuter. Je ne peux pas vous dire blanc ou noir. Si vous avez un conjoint qui doit aller au travail, si vous êtes sûr que la sécurité est bonne là-bas, sécurité au sens pas attraper de Covid, il peut y aller. Si c'est plus douteux, il y a un peu de promiscuité, ça peut se discuter de rester à la maison. Mais on est vraiment juste à cette frontière où il est difficile de dire je fais le sécurité maximale, tout le monde reste et on change rien, et ouverture maximale, tout le monde sort avec le masque. C'est vraiment difficile. Dans le même type, il y avait une question. Alors, je suis en aplasie et mon mari ou mon épouse doit-il aller au travail? Aplasie, c'est pas plus de risque de Covid. Le Covid, c'est pas les neutrophiles qui luttent contre le Covid, mais les lymphocytes. Normalement, les aplasies, j'espère pour vous, vous n'êtes pas en aplasie pendant des mois et des mois, c'est possible, hein, avec des myélodysplasies, des choses comme ça. Auquel cas, bah, en effet, vous êtes plus à risque de faire des surinfections. Si c'est une aplasie qui dure quelques jours, si vous êtes en cours de chimiothérapie, ça peut se discuter. En effet, vous êtes considéré quand même à risque. Ça peut se discuter d'essayer de pousser votre conjoint à continuer le télétravail. Hein, c'est vrai que là, ça fait partie de ces cas un petit peu particuliers en cours de traitement. Alors, maladie de Waldenström, intérêt et comment interpréter la sérologie. Alors, vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez un pic monoclonal que ça va fausser la sérologie. Hein, la sérologie, elle regarde pas l'électrophorèse, elle regarde pas s'il y a un pic. Hein, c'est vraiment quelque chose qui est très sensible, on va regarder des anticorps très particuliers. Donc, normalement, quand vous avez un Waldenström, vous avez parfois un petit peu un déficit pour la fabrication des bons anticorps, mais pas trop. Donc, vous devriez avoir une sérologie interprétable comme quelqu'un qui n'a pas de Waldenström. Donc, c'est un bon examen pour vous si vous avez un Waldenström et que vous voulez savoir si vous avez eu le Covid. Donc, faites-le, il n'y aura pas de problème. Alors, quand les vaccins, quand l'Arlésienne reviendra, ça ne va pas être tout de suite. On commence à avoir des tests, des études de phase avancée pour plusieurs vaccins, dont en Europe. Il y a 3 labos chinois et d'autres labos ailleurs. C'est pas pour tout de suite. Il est probable que les vaccins arriveront après l'attaque du Covid, mais ça peut être toujours utile s'il y a dans l'avenir le même Covid ou un Covid proche qui réémerge, auquel cas le vaccin pourrait être utile pour le prévenir. Donc c'est pas inutile de continuer, même si la vague est en train de disparaître. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Il y avait juste cette personne qui accumulait les maladies LLC, Gougerot et puis maladie de Willebrand. Alors maladie de Willebrand, c'est un problème d'hémostase. Il n'y a aucun souci avec le Covid. Le Gougerot, les maladies auto-immunes, on a souvent en effet une immunité un peu moins bonne. Et la LLC, ça dépend de votre stade. Hein, si vous êtes stade A et Gougerot, le risque il n'est pas énorme. Hein, vous pouvez sortir avec un masque. Si vous êtes en cours de traitement, on revient en question d'avant. Parfait. Oui, pile à l'heure. Merci. Au plan européen, y a-t-il un registre européen des patients Covid? Et si oui, comment est-il exploité ici en France? Alors, il n'y a pas de registre européen ni international. Il y a des registres nationaux. Il y a par exemple pour la LLC un registre LLC qui est fait par le groupe Philo, dans lequel on met nos patients LLC ou Waldenström qui ont eu le Covid, c'est-à-dire qui ont eu la PCR ou qui ont eu les signes très évocateurs. Et en ce cas-là, on renseigne ce registre-là. Le LISA n'en a pas fait jusqu'à maintenant. Il y en a un qui est en train de s'ouvrir, qui est dirigé par une collègue de Versailles, le docteur Besson. Caroline Besson. Caroline Besson. Donc c'est vraiment le début, mais on aura les résultats dans les 15 jours. Ça va aller assez vite pour remplir ce registre. Il y a un registre des allogreffés de cellules souches hématopoïétiques. Il y a des registres VIH cancer. Donc vous voyez, il y a plein de petits registres. Alors on peut critiquer et dire mais bon, ça c'est à la volonté de tout le monde, il faut pouvoir le faire. Il y a des registres indirects, notamment de l'assistance publique hôpitaux de Paris, qui ont repris en fonction des scanners et des PCR pour ensuite avoir les données de façon anonyme pour les patients. L'avantage, c'est que c'est une base de données sur plus de 20 000 patients. Donc là, ça monte assez loin. Très bien, merci beaucoup, docteur.
c'était évidemment très, très, très complet. Il y a quand même une chose à rajouter, hein. Il faut vraiment que les patients continuent à se faire traiter. On a eu à l'occasion des remontées de certains services qui nous indiquaient que pour certains traitements qui sont des traitements de maintenance ou des traitements de fond, ils avaient quand même constaté une baisse de 40% de présence des patients. Donc il faut continuer, même si effectivement on appelle ça des traitements d'entretien, il faut absolument continuer ces traitements et en tous les cas en parler avec son hématologue. Et bien maintenant, c'est mon plaisir d'accueillir Dominique Thierry pour la troisième fois avec nous et qui va donc adresser tous les problèmes liés, les problèmes administratifs liés avec le travail et l'administration en général. Dominique, c'est à toi. Bonjour à tous. Ravi d'être là pour la troisième fois. Donc la première question est relative au maintien des aides financières pour pouvoir rester confinées. Comment ça marche? En fait, aujourd'hui, les personnes qui sont à risque élevé d'avoir un Covid, les personnes qui sont cohabitantes avec quelqu'un qui est à risque élevé, ou les personnes qui gardent leurs enfants à la maison, si elles travaillaient dans le secteur privé, elles ont dû basculer normalement au 1er mai sur un système de chômage partiel qui est en fait un chômage partiel spécifique, qui n'est pas le chômage partiel que les autres personnes dans l'entreprise peuvent avoir. Donc, en ce sens, effectivement, donc la bascule a été faite soit de manière automatique parce qu'elles avaient réalisé leur autodéclaration sur déclare.amélie.fr, soit c'est un médecin qui leur avait fait leur arrêt de travail et dans ce cas-là, il faut effectivement qu'elles puissent ou qu'elles aient fait refaire un arrêt de travail par leur médecin afin de pouvoir le transmettre à leur employeur, ceci si elles ne sont pas dans le secteur privé. Si elles sont dans le secteur privé, ce qu'elles vont devoir demander à leur médecin, c'est de leur rédiger un certificat d'isolement. En fait, ce certificat d'isolement sera à remettre à l'employeur qui, à partir de là, dans le secteur privé, va pouvoir déclencher ce chômage partiel spécifique. À savoir que ce chômage partiel spécifique est un chômage de droit, donc l'employeur ne peut pas refuser l'activité partielle à quelqu'un dans ces circonstances-là. Il faut aussi savoir que si votre employeur vous dit mais moi je ne peux pas vous faire ça parce que j'ai remis tout le reste de l'entreprise au travail, eh bien il y a une dérogation qui existe qui lui permet effectivement de vous faire bénéficier de ce chômage partiel, même s'il a repris ses activités par ailleurs. Si par contre vous êtes indépendant, vous travaillez dans la fonction publique, c'est le système qui préexistait jusque-là, donc depuis qu'on est en état d'urgence sanitaire, qui continue de fonctionner avec les déclarations sur déclare.amélie.fr. Si vous l'avez pas encore fait, pensez bien à le refaire parce que tous les arrêts de travail sont tombés au 30 avril et ce qui se faisait habituellement sans que vous ayez plus à intervenir, mais ça ne s'est pas fait de manière automatique au 30 avril, donc pensez bien à le refaire. Donc voilà, donc pour ceux qui bénéficiaient d'aides financières pour pouvoir rester financés au départ, ils continuent à rester dans les mêmes conditions, en tout cas, si ce n'est avec des différences en termes de financement, puisque à partir du moment où vous êtes en activité partielle, en fait, là, vous allez toucher 70% de votre salaire brut, ce qui équivaut à 84% de votre salaire net. Donc, ce qui évite pour ceux qui n'ont pas de prévoyance et qui n'ont pas droit à un maintien de salaire, ou en tout cas un maintien de salaire qui ne serait que de 66% du brut, ben, ça leur permet d'avoir quand même une meilleure sécurité financière. Pour les personnes qui sont dans la fonction publique ou travailleurs indépendants, c'est la même chose, c'est les mêmes montants que précédemment.
Donc, les conditions de travail lorsqu'on télétravaille, je suppose, comment éviter le surmenage. En fait, là, c'est à vous de prendre soin de vous-même, puisque le télétravail, c'est aussi, ça repose aussi sur votre capacité à gérer votre temps. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parfaitement conscient aujourd'hui qu'il y a très certainement des risques psychosociaux qui sont liés au télétravail. Ces risques psychosociaux étant l'isolement social, le stress et le burn-out. Donc, vous voyez, la question, elle est tout à fait pertinente. On sait que ça peut avoir des effets néfastes sur votre santé physique et psychique. De là, l'importance, effectivement, éventuellement, de contacter votre N+1 ou de vous faire aider pour bien déterminer les temps de travail, les temps que vous allez vous consacrer à votre famille, à vos loisirs, enfin à ce que vous avez envie de faire, puisque c'est le meilleur moyen effectivement d'éviter le surmenage, étant donné que effectivement le télétravail c'est à la maison. Si vous n'arrivez pas à faire les coupures, c'est quelque chose à haut risque. Donc, le rattrapage de plusieurs mois d'arrêt d'activité, d'où dépassement des horaires de travail à la reprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que certains employeurs ont effectivement la possibilité d'augmenter votre temps de travail, mais ce sont celles qui bénéficient de dérogations. Ce sont des entreprises qui relèvent de secteurs qui sont particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique, qui sont donc référencés, ou en tout cas qui seront référencés dans un décret qui va paraître, et aux entreprises qui assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de l'activité principale de ces premières entreprises. Donc là, dans ces entreprises-là, effectivement, l'employeur de droit peut vous imposer des horaires de travail plus importants, mais dans tous les autres cas de figure, on est sur le droit commun et donc effectivement avec des limites aux horaires que peut vous imposer vos employeurs. Donc à savoir effectivement que vous n'allez pas pouvoir dépasser 48 heures consécutives sur une même semaine. Par contre, dans les entreprises qui ont une dérogation, on peut arriver à 60 heures sur une même semaine et en outre, sur 12 semaines consécutives, votre employeur ne peut pas dépasser 44 heures pour une durée de travail hebdomadaire versus 46 heures si c'est une entreprise qui a une dérogation. Voilà, vous retrouverez, je donnerai les informations pour qu'on puisse les poster sur le site de France Info Espoir très rapidement pour que vous puissiez vous y référer. Donc, comment faire pour rechercher du travail si je ne peux pas sortir de chez moi? En fait, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises qui ont modifié leur process de recrutement, justement afin de faire des recrutements en visioconférence, par téléphone, etc. Donc, vous pouvez quand même effectuer des recherches de travail en ce sens-là. Vous pouvez, ça ne vous empêche pas d'envoyer des lettres de motivation, d'envoyer vos CV. Voilà, donc après, il faut quand même se représenter aussi qu'aujourd'hui, on est quand même face actuellement, donc ça va changer très, très vite, hein, puisque là, tout le monde beaucoup de personnes vont quand même repartir sur le marché, repartir travailler, mais aujourd'hui, on est face à 11,5 millions de Français qui sont en chômage partiel. Donc, vous pensez bien que au niveau de Pôle emploi, il y a quand même une compréhension de la difficulté à trouver un travail dans l'immédiat. Donc, ce qu'il faut savoir par rapport à ça, c'est que vous pourrez également, en cas de difficulté, interpeller vos conseillers Pôle emploi qui vont rouvrir progressivement les agences Pôle emploi à partir de la semaine prochaine. Et si vous rencontrez des difficultés spécifiques, n'hésitez pas à contacter votre conseiller qui pourra également vous accompagner dans cette recherche de travail un petit peu particulière et inédite en relation avec ce temps que nous vivons.
Donc, quelles sont les responsabilités du chef d'entreprise dans l'organisation du travail? Eh bien, effectivement, le chef d'entreprise, il doit assurer, il va vous garantir votre sécurité au travail. En ce sens, l'État a aujourd'hui émis des recommandations et diffusé un plan national de déconfinement pour les entreprises. Par ailleurs, l'État a également mis en place pour certaines professions des fiches qui donnent les préconisations à respecter. Donc, effectivement, votre chef d'entreprise, d'une part, il est responsable de l'organisation du travail, de la reprise progressive ou moins progressive du travail selon le secteur dans lequel vous travaillez, et donc d'assurer bien évidemment votre sécurité. Donc si je ne sais pas si l'objet de la question c'était également de savoir voilà comment il va devoir organiser ce retour au travail aussi si vous êtes actuellement en chômage partiel, en activité partielle, effectivement, la recommandation qui est faite quand même, c'est que les employeurs vous donnent, vous informent sur les modalités de reprise et les dates de reprise avec un délai de prévenance afin que vous puissiez vous-même vous assurer. Donc, mesures de protection, en pratique, dans le milieu professionnel, comment ça se passe? Alors, en pratique, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on a un protocole national de déconfinement qui a été élaboré par le gouvernement. Dans le cadre de ce protocole de déconfinement, on a des mesures et des normes qui ont été déterminées, dont par exemple, il faut que vous ayez un espace de travail délimité. Donc, il est obligatoire pour chaque salarié de pouvoir disposer d'un espace de travail de 4 mètres carrés minimum. Ce qui veut dire que, par exemple, pour un établissement qui dispose d'une surface résiduelle de 160 mètres carrés, eh bien, on ne pourra accueillir simultanément que 40 personnes ou salariés. Donc, par exemple, un open space, pour reprendre la question qui avait été posée au docteur Choquet là tout à l'heure, un open space de 100 mètres carrés ne pourra accueillir que 25 salariés. Donc, il est très vraisemblable que les employeurs vont devoir faire peut-être voilà, faire travailler certains jours en télétravail et d'autres sur place et ainsi faire des rotations de manière à assurer votre protection en pratique. Il faut savoir que même au niveau de la cafétéria, des cantines, des toilettes, au niveau des ascenseurs, au niveau des heures de pause, au niveau des vitres qui doivent être apposées par rapport au respect de mesures de distanciation sociale, tout ça est évoqué dans ce protocole de déconfinement que vos employeurs ont donc reçu. Et quand ils sont dans le cadre d'une activité qui a conduit l'État à faire d'autres recommandations, ils les ont aussi. Et donc, ils ont la responsabilité d'appliquer de façon stricte ces recommandations afin d'assurer votre sécurité. Donc, mon employeur ne sait pas que je suis une personne à risque. Actuellement, en CDD, j'ai eu un confinement partiel. Mon activité est en contact avec la clientèle. Comment puis-je me protéger? J'ai le matériel nécessaire. Dois-je prévenir mon employeur de mon état de santé? Alors, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que vous avertissiez votre employeur de votre état de santé. Ce qu'il faut surtout, c'est peut-être prendre contact avec le médecin du travail de manière à ce que le médecin du travail, lui, sache ce qu'il en est. Si vous êtes une personne à risque élevé, en principe, vous pouvez rester vous pouvez avoir le choix, c'est-à-dire de rester en activité de télétravail ou en arrêt de travail si l'activité de télétravail n'est pas possible. Donc, et autrement, par rapport au fait que vous êtes en contact avec la clientèle dans une agence postale, les agences postales ont dû mettre en place des mesures barrières extrêmement strictes, notamment avec des vitres soit en verre, soit en plexiglas, puisque aujourd'hui, on a un problème de rupture de plexiglas, d'approvisionnement de plexiglas. Mais donc, en principe, votre employeur doit également mettre à votre disposition des masques, des solutions hydroalcooliques, le
nettoyage des surfaces, etc. Tout ça doit être prévu. Après, je dirais que c'est un peu vous qui voyez si effectivement vous voulez poser avec votre employeur, divulguer votre état de santé, ça vous appartient, mais à mon sens, ce n'est pas nécessaire. Donc, quelles précautions à prendre au travail en bureau paysager? Je pense que j'y ai répondu là tout à l'heure, puisque il y a des consignes pour les open space qui ont donc été émises par le gouvernement et que votre employeur va devoir respecter avec, comme je vous disais, il y a également un sens unique de circulation, des désinfections systématiques, des fontanes à eau qui ne sont plus autorisées actuellement. Voilà, il y a des préconisations. Enfin, c'est pas qu'elles ne sont plus autorisées, c'est qu'elles ne sont pas conseillées actuellement. Donc, il y a toute une série de préconisations que votre employeur doit mettre en place et qui devraient faire que vous serez en sécurité en respectant vous-même les gestes barrières. Bon, mon employeur peut-il refuser de me mettre en chômage partiel? Non. À partir du moment où effectivement vous êtes personne à risque élevé par rapport au Covid, ou si vous êtes cohabitant avec quelqu'un à risque élevé, votre employeur ne peut absolument pas vous refuser ce chômage partiel. Il y a eu une précision encore là-dessus en tout début de semaine pour dire que cette activité partielle est de droit dans ces cas-là. Donc, suite à ma bascule en chômage partiel, mon employeur peut-il me demander de reprendre le travail? Là également, votre employeur ne peut pas vous demander, lorsque vous arrivez en activité partielle du fait de votre état de santé, du fait de l'état de santé d'un proche avec qui vous cohabitez, ou tout simplement parce que vous gardez vos enfants à domicile, c'est un chômage partiel spécifique qui ne permet pas à votre employeur de vous demander de reprendre le travail. Mon employeur me dit qu'il ne peut pas me mettre en chômage partiel car l'entreprise a repris son activité. J'y ai déjà répondu là tout à l'heure. Donc non, il doit vous mettre en chômage partiel puisqu'il bénéficie d'une dérogation pour pouvoir le faire par rapport aux catégories de personnes que j'ai déjà énoncées. Donc mon mari est-il obligé de retourner travailler? Tout dépend. Si vous êtes une personne à risque élevé de Covid, et dans ce cas, votre mari peut effectivement soit demander du télétravail, et si le télétravail n'est pas possible, dans ce cas-là, il pourra bénéficier de cette activité partielle. Par contre, si vous n'êtes pas une personne à risque élevé, effectivement, si son employeur lui demande de reprendre le travail, il devra reprendre le travail. S'il ne le fait pas, il peut effectivement se retrouver avec des problèmes avec son employeur, puisqu'il y a vraiment une obligation de reprendre son poste à partir du moment où l'employeur le demande. Je ne veux pas remettre mes enfants à l'école, que va-t-il se passer? Alors, il faut savoir que jusqu'à la fin du mois de mai, vous avez tout à fait le droit de garder vos enfants à la maison, il n'y a aucun problème avec ça, mais je dirais comme le docteur Choquet que ça peut faire beaucoup de bien à vos enfants de retrouver l'école, si tant est qu'il y a de la place pour les accueillir, parce que ce que je rencontre beaucoup les derniers jours, ce sont des parents qui souhaitent remettre leurs enfants à l'école et où l'école leur dit que malheureusement, vu les contraintes de gestes barrières, de distanciation sociale à respecter, en fait, ils ne vont pas accueillir tous les enfants à l'école et ils limitent les places. Donc, parfois, on veut remettre ses enfants à l'école et on ne peut pas. Si vous ne voulez pas les remettre, vous avez tout à fait le droit de les garder donc à la maison avec vous jusqu'à la fin du mois de mai. Ensuite, si tout se passe bien, si le déconfinement peut se poursuivre, à partir du 2 juin, il faudra par contre pour fournir un document attestant que l'école ne peut pas prendre en charge vos enfants pour pouvoir continuer à bénéficier de la mesure d'activité partielle et du chômage partiel. Donc, on va redonner la parole à Christian. Merci Dominique. Christian, y a-t-il des questions? Eh ben, Dominique, d'abord, plein de félicitations sur ces réponses claires, pratiques, précises, qui réconfortent les participants et qui les incitent à mieux maîtriser leur avenir. Alors, avant de dire quelles sont les questions qui me semblent les plus importantes, je voudrais insister sur une remarque qui a été formulée par Dominique en ce qui concerne les médecins du travail. Les médecins du travail, effectivement, sont des relais très importants dans l'entreprise. Ils disposent
dans le cadre du Covid, de possibilité d'intervention directe auprès de l'employeur d'une part, mais aussi en prescription d'arrêt de travail. Et je pense que pour les participants à ce webinaire, c'est un relais très très important qu'il faut savoir mobiliser en cas de doute sur les capacités à reprendre du travail. Pour revenir aux questions, j'en ai cerné quelques-unes. Une première, quand une entreprise exige un test PCR pour réintégrer, c'est une question à double effet. D'abord, l'entreprise est-elle fondée de demander un test PCR? Est-il automatiquement remboursé si prescrit par un médecin? Donc, première question, hein, faut-il… Alors, l'entreprise ne peut pas exiger de test PCR pour le retour de son salarié. Ça paraît assez logique. Ensuite, s'il est remboursé, comme on vous l'a dit là tout à l'heure, depuis hier, il y a un décret qui effectivement précise que les tests PCR sont désormais remboursés intégralement et à 100% par la sécurité sociale. Alors, en ce qui concerne une autre question de Michael, la prévoyance va-t-elle prendre en compte la différence de rémunération causée par le chômage partiel? Alors, là, c'est une bonne question. Alors, on voit apparaître, en principe, je dirais non, puisqu'on est sur de l'activité partielle, on n'est plus sur de l'indemnité, on n'est pas sur de l'indemnité journalière, en sachant que on était sur un système très particulier, parce que on était sur des arrêts de travail qui étaient en fait protecteurs et dans le cadre de la prévention. Donc, c'était des arrêts de travail afin que les personnes ne contractent pas le Covid. Donc là, aujourd'hui, on passe sur un système de chômage partiel. Donc, en principe, c'est pas prévu dans les prévoyances, mais on est sur quelque chose de complètement inédit aussi. Ça n'a jamais été envisagé. Donc, effectivement, dans les contrats, ça n'est pas prévu qu'en cas d'activité partielle, les prévoyances interviennent. Mais ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, c'est qu'un certain nombre de compagnies d'assurance se sont engagées effectivement à intervenir pour garantir le maintien des salaires. Il faut quand même que vous notiez qu'en chômage partiel, vous avez 70% brut de votre salaire, ce qui correspond à 84% de votre salaire net. Or, on sait que dans la majorité des cas, les interventions de prévoyance ont entre 75 et 85% de ce salaire, pour certaines brutes, pour d'autres nets. Donc voilà, donc à voir un petit peu. Mais il y a quelques entreprises, quelques assurances prévoyances qui semblent dire qu'elles vont soutenir financièrement les entreprises qui ont des contrats chez elles. Alors, une question, Christian, dernière question, s'il te plaît. Juste à Guy, justement, dans le PDF qui a été diffusé, pourquoi l'utilisation des gants est-il déconseillé? Voilà. Il est déconseillé parce que il est faussement, les gants sont faussement protecteurs. Et finalement, d'avoir des gants ou pas des gants, l'intérêt, le but principal, c'est de se nettoyer les mains avec du savon ou avec un gel hydroalcoolique. Et ce qui a été remarqué, c'est que les gens qui portent des gants ont faussement l'impression d'être protégés et ne font plus attention. Alors qu'on continue toujours à mettre ses mains sur son visage malgré les gants. Voilà. Alors, on va passer. Merci beaucoup, Dominique. Merci Christian. On va passer à la dernière partie qui va nous voir donc Caroline Flour, psychosomatothérapeute et experte en résilience, nous répondre à quelques questions. Mais on voulait commencer avec Caroline en prenant un petit peu de distance par rapport à la situation actuelle et vous présenter une petite vidéo qui va durer 5 minutes. Qui s'appelle La Minute. C'est des 5 minutes de la psychopathe. Donc, on vous abandonne pendant 5 minutes et on revient tout de suite après. À tout de suite. Alors, cette semaine, j'ai décidé de choisir moi-même le sujet que j'allais traiter. Non, je n'ai pas pris en compte vos questions. Et alors? C'est qui la psychopathe? C'est vous? Ou c'est moi? Alors cette semaine, je vais vous apprendre à préparer votre déconfinade. Et ce n'est pas une recette de cuisine.
Alors évidemment, avant de pouvoir mettre enfin le nez dehors, il y a quelques règles à respecter. Déjà, tu peux commencer à faire l'état des lieux des avaries. Moi, la première chose qui m'a alertée, c'est l'odeur. Ah non, pas celle de mon mari. La mienne. Enfin, sentir la marée en plein cœur de vanne, jusque-là tout est normal. Mais c'est QFD. Après plus de 40 jours en pyjama pas lavé. Ça urgeait. Ça commence à piquer. Cela dit, j'aurais pu rester tel quel. Hein. Là, ça m'aurait permis d'avoir une bonne distance de sécurité autour de moi. Hey! Salut Madame Martinet! J'ai plutôt opté pour une bonne douche. Alors attention, pas la petite douchette rafraîchissante. Hein. Ah non, la bonne douche récurrente et désinfectante. Après, j'ai fait ce que je m'étais toujours interdit de faire pendant la période du confinement. Me peser. Ouais, je m'entends encore au début du confinement. Je vais profiter de cette période pour prendre soin de ma santé. Méditer, mieux manger. Que dalle! Non mais autant avoir un cancer m'avait permis de perdre 10 kilos en un mois, mais là, 5 kilos en 2 semaines. Bim! Enfin, en même temps, j'ai bien cherché. Hein. Passer les 3/4 de mon temps allongé sur mon canapé, en position latérale couchée, au bout d'un moment, tu ressembles plus à un phoque échoué sur une plage qu'à une sirène hyper bien gaulée. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je me remette en mouvement, tu vois. Je me suis motivée le bulle, j'ai chaussé les baskets et je suis partie courir un peu. C'était un peu space comme expérience. Déjà parce que la première personne que j'ai croisée, elle courait comme ça. Petite astuce pour garder les distances de sécurité. Et au bout de 5 minutes, j'ai commencé à me faire super peur. J'avais chaud, je commençais à tousser, j'avais du mal à respirer, le cœur qui s'accélérait. Ah non, moi j'ai tout de suite arrêté, je suis rentrée chez moi pour appeler mon médecin. Allô doc? Ouais, je crois que c'est clair. J'ai tous les symptômes d'une allergie. Ou pire, du Covid. Ne vous inquiétez pas, tous les gens qui font du sport ressentent ça. En plus, sachez que vous pouvez être porteuse du virus sans ressentir aucun symptôme. Ah bon? Mais là, par exemple, je me sens super bien. C'est grave, docteur? Et comment je vais faire pour savoir si je suis malade, moi? Depuis, je commence toujours ma journée par un petit grog. Hein. C'est plus prudent. Entre le rhum citron le matin et l'apéro en fin d'après-midi entre voisins, autant vous dire que j'ai commencé à regarder les centres de sevrage alcoolique qui est autour de chez moi. Hein. Histoire de réserver ma place. Non, parce que déjà qu'en Bretagne on est connu pour la picole, moi je suis passée de l'alcoolisme mondain, juste un verre merci, à l'alcoolisme profond, direct. Dans la série Trucs et astuces pour vous prémunir du Covid, je vous conseillerais fortement de recommencer à fumer. Ah ouais? Ah, ils l'ont dit à la télé, c'est super bon pour la santé. Ensuite, moi, pour m'acclimater, je suis sortie un petit peu de chez moi. Pas facile de travailler son look avec un masque intégré. Alors j'ai décidé de regarder comment en faire moi-même. Et j'ai croisé ma voisine. T'as qu'à faire comme moi? Moi, par exemple, j'ai recyclé mes vieux soutifs. Tu m'expliques comment je fais pour me couvrir le nez et la bouche avec un bonnet à? Qu'est-ce que vous pensez d'organiser une Fashion Week du masque? Avec une collection printemps, été, automne, hiver? Non? Non, mais parce que moi, je m'en sors pas, là. En attendant, la réalité, c'est qu'on va bientôt reprendre la route du boulot, métro, dodo. Ça risque de nous dépayser un petit peu, non? Par exemple, on verra plus la tronche des gars qui font la gueule dans le métro. Ou alors, on pourrait faire des masques emoji. Ouais, tu mets le masque de ton humeur du jour, par exemple. C'est un peu flippant, non? Bon, après, pour ceux qui se disaient moi je m'en fous, je reprends le taf et 2 semaines après, je suis en vacances. Non, en fait, tes vacances, c'était le confinement. Maintenant, faut que tu rattrapes le retard que t'as accumulé. Au boulot! Eh bien, un petit clip qui est une revue humoristique des différentes émotions que nous avons tous certainement éprouvées lors de ces 50 derniers jours. Maintenant, je vais laisser Caroline répondre sérieusement à certaines questions que
que vous vous posez probablement tous. Caroline, c'est à toi. Il faut que tu mettes ton micro, Caroline. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, Caroline, merci. Ok, super. Alors, effectivement, oui, donc ça, c'était effectivement un sketch humoristique pour essayer de dédramatiser la situation et de pouvoir en rire. Hein. Ça fait partie des préceptes que j'applique régulièrement dans ma vie. Et donc, voilà, donc, je vous remercie de m'accueillir ce soir. Alors, je vais essayer de répondre à plusieurs questions qui m'ont été soumises. Donc, la première, c'est comment se préparer pour le déconfinement alors que je ne pourrais pas retrouver ma liberté. Alors effectivement, déjà, on part du constat que nous avons dû changer nos habitudes de manière assez brutale et nous réadapter à une nouvelle situation assez rapidement ces dernières semaines. Alors certains ont vécu plutôt le confinement comme une peine lourde, avec de l'isolement, l'inactivité, de la perte de salaire aussi. Et d'autres l'ont plutôt, et au contraire, perçu comme une opportunité, un retour sur soi, une manière de pouvoir vivre à un rythme plus lent aussi, et une manière aussi d'avoir plus de temps personnel disponible. Donc, en tant que malade, on peut dire qu'on a l'expérience de l'annonce d'une mauvaise nouvelle, ce qui a été le cas lors de l'annonce du confinement, de la vie avec la maladie, ce qui aujourd'hui est le cas pour tous, et du changement brutal d'habitude de vie. Donc, cette période de confinement, ça aura pu être l'occasion de faire, par exemple, en quelque sorte, un point sur où on peut en être dans sa vie et une opportunité pour mettre en place de nouvelles habitudes. Concernant les personnes qui sont malades, ce à quoi j'ai pensé quand on m'a soumis cette question, c'est aussi au fait que ça pouvait être une occasion pour nous malades de faire en quelque sorte vivre à nos proches la situation d'isolement qu'on peut ressentir parfois lorsque, par exemple, on est en chambre stérile en aplasie. Alors effectivement, quand on va pouvoir ressortir, il y a tout un tas de gestes barrières à respecter lors de la sortie du confinement. Et le monde extérieur pourra nous sembler d'ailleurs plus sécurisé et plus sécurisant malgré le danger qu'il représentera quand même pour nous. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas exclure. Donc, le fait d'être une personne dite fragile imposera certainement une liberté plus limitée. Alors, certains d'entre nous pourront considérer ces limites comme une sorte de double peine, notamment pour les personnes qui vivent en famille et en couple et qui verront leurs proches qui pourront sortir plus aisément qu'eux. Pour les personnes isolées, il me semble que ce sera plutôt, ou ça pourra être en tout cas, une bonne nouvelle, puisque ça permettra justement de rompre un isolement et de pouvoir être plus souvent visité, notamment pour les services d'aide à la personne ou les services de soutien psychologique. Même si aujourd'hui, effectivement, les services d'aide à la personne se sont adaptés au confinement et on a notamment des services d'écoute très régulières pour pouvoir permettre aux personnes d'être accompagnées dans la parole et au niveau psychologique. Donc effectivement, dans cette période-là, la capacité d'acceptation de notre condition de malade, de votre condition de malade, est donc à exercer. Alors c'est en fait en quelque sorte se réapproprier une condition de malade avec un nouveau contexte. Alors, je dirais qu'effectivement, il me semble que l'on est un peu plus expérimenté sur l'adaptation à de nouvelles situations, même si ça peut être quelque chose d'anxiogène. Alors, notamment, je pense aux personnes qui vivent en couple ou en famille et qui verront leurs proches partir à l'extérieur, sortir à l'extérieur, alors que même seront trop fragiles pour certains, comme le disait le docteur tout à l'heure, pour pouvoir se permettre de sortir de manière, on va dire, plus insouciante, entre guillemets. Il va falloir gérer cette frustration. Alors, gérer sa frustration, ça peut passer par plusieurs moyens. Ça peut être essayer de prendre du recul face aux conditions et aux événements. Donc, la prise de recul se fait aussi par différents moyens. Ça peut être en discutant, en essayant de relativiser aussi sur la situation et en voyant les bénéfices que comporte le fait de rester à la maison. Ensuite, il faut pouvoir accueillir la frustration. Donc là, dans le mot frustration, pour moi, je mets effectivement les émotions qui vont pouvoir arriver derrière ce sentiment. Et il me semble important, et j'aime à le répéter, qu'il est très important de pouvoir les laisser émerger, les laisser s'exprimer. Donc, différents moyens pour exprimer sa frustration et ses émotions. Il peut y avoir l'écriture, il peut y avoir la peinture, il peut y avoir la cuisine, il peut y avoir tout un tas d'activités qui nous permettent justement
de nous concentrer sur autre chose, la méditation, des exercices de respiration et des activités en tout cas qui nous font du bien. Alors évidemment, les conséquences du déconfinement psychologiquement ont un impact, ça c'est sûr. Alors je pense d'abord à un cocktail de sentiments, parfois très paradoxaux en fait qu'on va pouvoir vivre. À la fois on est heureux parce qu'enfin le déconfinement arrive, on l'attendait, on en avait entre guillemets, j'entendais les patients m'expliquer leur ras-le-bol, c'est long, vivement qu'on retrouve notre vie d'avant. Et c'est en ça que je fais un petit parallèle avec les personnes qui sont malades et qui peuvent aussi être passées déjà par ces mêmes sentiments et être un peu plus expérimentées là, dans ces sujets. Et puis à la fois, on a peur. Alors il peut y avoir la peur, l'angoisse de devoir se réadapter à un nouveau contexte extérieur. On va devoir reprendre les transports en commun. On va devoir, entre guillemets, se remettre en danger. Et il va falloir évoluer dans ce nouveau contexte. Et on pourra aussi développer une peur des autres. Une angoisse effectivement d'une deuxième vague de contamination qui va nous pousser à vouloir être un peu plus vigilants. Donc on va peut-être développer une survigilance qui va nous fatiguer, qui va pouvoir nous fatiguer et qui va nous imposer de plus nous protéger. Alors pour moi, selon moi, la période de déconfinement, alors elle est physique évidemment, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait se mettre à faire des exercices progressivement pour se remettre en mouvement, pour ceux qui ont passé plutôt une période de confinement entre guillemets en inaction, avec moins d'activité physique, il faut se remettre en mouvement physiquement et psychologiquement. Alors, je pense que le mot d'ordre est qu'il faut que ce soit progressif, il faut y aller tranquillement. Je pense aussi que... pour ce qui est de la sociabilisation, Guy l'a abordé tout à l'heure, je pense que ça peut être déjà de se remettre en contact avec des petits groupes de personnes, de commencer progressivement et ne pas se retrouver à aller dans des endroits où effectivement il va y avoir beaucoup de monde. Des études montrent aujourd'hui qu'on attend à cette vague lors du déconfinement que certaines pathologies puissent évoluer, comme par exemple l'agoraphobie ou ce genre de choses. Donc il faut y aller progressivement, il faut respecter son rythme. Et justement, rester sur peut-être une connexion à un rythme plus lent qu'on a pu initier lorsqu'on était chez soi et rester dans ce rythme écologique pour soi. Ça, pour moi, c'est très, très important. Donc, se réhabituer progressivement, effectivement, à la sociabilisation, ça, c'est une chose. Et puis, une autre grosse conséquence, effectivement, notée lors de la période de déconfinement. Alors, à la fois pendant la période de confinement, comme on a été frustré par le manque de sociabilisation, par le manque de contact humain, certaines personnes auront développé des comportements assez excessifs dans d'autres domaines. Par exemple, ça peut passer par l'alcool, par la consommation d'écran, en étant hyper connecté, mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tout à l'heure. Et effectivement, cette période de déconfinement peut justement... j'aime bien utiliser l'image de l'élastique. On a été tenu à rester chez nous et puis on nous autorise à sortir. Et là, effectivement, on peut avoir et développer et observer des comportements plus impulsifs, plus excessifs. Et ça peut justement générer des comportements à risque. Alors, on aime à dire que quand l'humain se sent impuissant, il a tendance à juger et à être un peu plus méfiant et agressif. Ça peut être aussi des comportements qu'on peut observer. Alors, le but, c'est pas du tout d'être anxiogène, c'est juste de se dire, voilà, acceptons d'y aller tranquillement, un pas après l'autre, et de ne pas vouloir, par frustration accumulée, trop engranger d'interactions, si effectivement, derrière, on a des peurs et des angoisses qui ne sont pas encore tout à fait gérées. Alors, je vais aborder juste les phases du déconfinement, parce que j'ai trouvé ça intéressant dans un des articles que j'ai pu étudier. Alors, il y a plusieurs phases, et c'est pour ça que ça va nous sembler normal après de les vivre, c'est pour ça que je veux les souligner. Donc, la première phase, c'est la phase d'inquiétude. Alors, cette phase-là, on l'a déjà eue quand on nous a justement parlé du confinement, on va la revivre au moment où on nous parle du déconfinement. Ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, il y a une phase d'opposition, donc c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est plutôt la peur du nouveau, la peur de l'autre, et voilà, on va peut-être développer des peurs qu'on n'a jamais vécues et qu'on ne connaissait pas. Ça sera normal aussi. Et puis ensuite, il y aura une phase d'acceptation, où là, on va pouvoir prendre du recul. Et la prise de recul, elle passera aussi par le fait de voir et de prendre conscience des bénéfices de la situation actuelle. Alors,
ça fait partie de la résilience et j'en parlerai un peu plus profondément la semaine prochaine, mais c'est la capacité qu'on aura tous à pouvoir se dire « Ok, j'ai été en confinement, là, le déconfinement arrive, mais qu'est-ce que j'en ai tiré de positif de tout ça ?» Et je pense que tous, dans nos histoires respectives, on peut trouver une leçon positive de tout ce qui s'est passé. Et ça, c'est important de l'ancrer, de l'emprunter en soi. Et puis ensuite, il y aura effectivement une phase de découverte où on va ouvrir les yeux sur la nouveauté, on va réapprendre à interagir aussi en société pendant un certain temps, puisque tous les gestes barrières auront été mis en œuvre, mais on n'aura pas eu tous l'occasion de les expérimenter, de devoir les assimiler pour que ça devienne des automatismes. Et ça va être quelque chose qui va être aussi un nouvel apprentissage pour tous. Alors moi, j'ai 4 conseils à vous donner pour mieux vivre votre déconfinement. Après, il y a plein d'autres méthodes qui existent, mais il y en a 4 qui me semblent vraiment primordiales. La première chose, c'est ce que je vous disais juste à l'instant, c'est la capacité justement à voir le déconfinement comme une opportunité. Alors, ça a été une opportunité peut-être pour prendre de nouvelles habitudes. Certains se sont mis à faire du sport, d'autres se sont mis à faire du yoga, d'autres se sont mis parce que, avaient pas le temps, je termine le travail, j'ai pas le temps d'y aller. Puis en final, je me rends compte que le confinement m'a permis de me rendre compte que je pouvais le faire en ligne et que ça me faisait pas perdre plus de temps que ça dans la semaine. Donc il y aura, je pense que c'est très important à ancrer en soi. Ensuite, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de pouvoir avoir des projets, vous fixer des objectifs. Parce qu'effectivement, cette période de confinement et de déconfinement, on l'espère, sera également temporaire. Il faut pouvoir se projeter concrètement, se fixer des objectifs concrets. Ça, c'est très important. Et estimer effectivement toute cette période comme un passage temporaire. Même si effectivement, aujourd'hui, on a une certaine incertitude, on le sait, sur le temps que ça va prendre et pour être tout à fait en sécurité. Donc, ça peut passer par exemple, lister les projets ou la liste de vos envies, ce que vous avez eu envie de faire pendant le confinement, ce que vous auriez envie de faire pendant cette période de déconfinement qui va être un petit peu, on va dire, une période d'adaptation, et puis ce que vous auriez envie de faire encore plus loin. Vous fixez des objectifs à court et moyen et long terme. Et puis, le 4e conseil que je pourrais vous donner, c'est de vous rassurer et d'agir. Alors, ce que j'entends par là, c'est que, par exemple, quand on est face à la peur de l'extérieur, si vous avez peur de l'extérieur, c'est une chose et c'est légitime, c'est complètement logique. Comme le disait vous avez eu les explications du docteur qui vous donnait un petit peu les prérogatives pour les personnes à risque, fragiles ou non, pour vous rassurer et vous donner des éléments de conscience. Mais je pense que oui, la peur est légitime, la peur est nécessaire puisqu'elle nous permet de nous protéger. Mais ensuite, il faut agir et se dire, voilà, si j'ai vraiment une frustration importante et je veux sortir, et ben je peux mettre en place une action, c'est-à-dire par exemple s'équiper un peu plus fortement pour se mettre en sécurité, se rassurer, pour pouvoir ensuite gérer une envie et pouvoir ensuite sortir un petit peu et s'aérer. Voilà ce que je voulais vous dire. Et la 4e chose qui me semble aussi important, et où on peut commencer à le faire dès maintenant, et je pense que ça aurait été même nécessaire de le faire il y a quelques jours ou une semaine, ou même le faire presque dès le début du confinement, c'est de pouvoir installer des rituels et des habitudes. Alors, installer des rituels et des habitudes, ça va être par exemple commencer par mettre le réveil pour ceux qui n'avaient plus du tout d'activité, commencer par se mettre un petit peu le réveil tous les jours à une heure fixe, et se réveiller, se préparer comme si on allait sortir, alors que effectivement on va peut-être pas sortir tout de suite si on se sent pas forcément prêt. Mais voilà, c'est essayer de mettre en place des rituels et pouvoir se recréer un cadre pour se remettre en action progressivement. Alors, je terminerai sur ce point. Enfin, je terminerai sur ce point-là en répondant à la 2e question qui m'avait été soumise. C'est après l'angoisse du confinement, comment gérer le stress de retour, soit à la vie normale, hein, si c'est possible, soit à un autre isolement. Alors aujourd'hui, effectivement, la difficulté, ça pourra être de gérer l'incertitude. C'est vrai que ça nous demande beaucoup, mais c'est une occasion aussi de pouvoir expérimenter ses propres peurs et ses propres limites, ce qui nous apprend énormément de choses. On apprend beaucoup de choses dans ces périodes de crise. En général, on en ressort grandi avec une capacité plus forte à accepter les choses en général de la vie. Alors moi, il y a des petits trucs et astuces que j'aime proposer quand on est angoissé. Et il y a quelque chose qui fonctionne assez bien, ça s'appelle la respiration carrée.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette respiration. C'est la capacité justement à respirer et ça permet de s'apaiser vraiment physiquement déjà, ce qui est très important lorsqu'on s'angoisse. Donc, vous pouvez le taper sur Internet, vous le trouverez très facilement. En fait, c'est une respiration qui se décompose par 4 secondes en 4 secondes. Vous respirez 4 secondes, vous inspirez pendant 4 secondes, vous bloquez la respiration pendant 4 secondes, vous expirez pendant 4 secondes, vous bloquez la respiration pendant 4 secondes et vous répétez ce système-là jusqu'à ce que vous sentiez un certain apaisement. Physiologiquement, il y a des choses qui se passent et un médecin sera vraiment plus à même de les expliquer. En tout cas, mécaniquement, le rythme cardiaque s'abaisse progressivement et ça vous permet de retrouver un certain calme. Ensuite, le deuxième petit truc et astuce que je pourrais vous partager, c'est de pratiquer quelque chose qui vous distrait cognitivement, c'est-à-dire une activité qui divertit votre mental. Lorsque vous êtes angoissé ou vous avez peur, vous pouvez justement essayer d'occuper votre mental, pour ne pas nourrir une anxiété et la faire grandir intérieurement. Donc ça peut être la lecture, ça peut être une activité artistique, comme je vous en parlais tout à l'heure. Et le troisième point, il me semble très important, c'est de pouvoir pratiquer une activité physique, même douce, une activité physique régulière pour vous remettre en mouvement, pour vous garder en mouvement. Parce qu'effectivement, quand le corps bouge et se met en mouvement, le psychique également est inversement proportionnel ou égal selon moi. Voilà. Ensuite, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je vais peut-être continuer un tout petit peu. Je ne sais pas, Guy, s'il me reste un petit peu de temps. Je pense qu'il te reste deux minutes, Caroline. Alors, je vais résumer pour le dernier point, mais c'est un point qui me semble aussi très important. Donc, on parlait des comportements excessifs pendant le confinement. À la sortie du confinement, tel un élastique tiré et retenu, on va certainement avoir envie justement être obligé de rester à domicile, c'est pas naturel, c'est naturel pour personne, et privé de sa liberté, ça ne l'est pas non plus. Donc, on va avoir une tendance à avoir envie de se sentir libre, de faire ce qu'on veut, de faire la fête avec des amis, de voir ses voisins, sa famille, d'aller dans les magasins, de faire du shopping, de rattraper en quelque sorte le temps qu'on aura eu l'impression d'avoir perdu. Et donc ça, c'est normal et c'est naturel, mais ça comporte des risques, effectivement, puisque du coup, on peut développer des comportements à risque. Déjà, avoir développé peut-être pendant le confinement une certaine addiction à l'alcool, aux écrans, parce qu'on aura compensé comme on peut justement ce confinement et on aura géré nos frustrations comme on peut. Alors, pour moi, je propose toujours cette solution. Alors, l'objectif, c'est pas de se mettre des contraintes importantes dès le départ, c'est y aller, comme je vous le disais, très progressivement. Alors, pour moi, ça passe par l'autorégulation, ça passe par l'imposition de certaines limites pour ne pas devoir tout arrêter d'un coup et se retrouver dans un nouveau changement brutal dans le sens inverse. Alors, ce que je conseillerais, c'est de progressivement diminuer, par exemple, lorsqu'on se rend compte et qu'on a pris conscience qu'on buvait trop d'alcool, par exemple, c'est de diminuer progressivement sa consommation, en diminuant le nombre de verres bu déjà. Un verre en moins, c'est un verre de gagné, en essayant après progressivement de peut-être boire qu'une soirée sur deux, et puis petit à petit d'avancer comme ça dans la réduction de la consommation. Concernant les écrans, c'est la même chose, et je pense qu'il est nécessaire pour les écrans de se fixer des heures dans la journée, un nombre d'heures nécessaire, et de réduire le nombre d'heures ou de minutes progressivement dans la journée pour justement retrouver un comportement normal et modéré. En résumé, j'en parlerai plus amplement la semaine prochaine. La posture idéale face à ce genre d'événement, c'est évidemment une posture de résilience. Alors la résilience, c'est effectivement la capacité à surmonter ce qui nous arrive en acceptant, mais un peu plus que ça, en ayant la capacité de rebondir de ce qui nous arrive. Et le rebond, il passe notamment par la prise de conscience des bénéfices que ce confinement nous aura apporté pour en faire quelque chose de, entre guillemets, plus grand lors de la période de déconfinement et lors de la suite de notre vie. Donc, en ayant bien entendu en conscience de la difficulté du fait qu'on sait aujourd'hui que peut-être une seconde vague peut arriver et que justement, l'incertitude, il nous faut également l'accepter. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, de ces explications qui
conforte les personnes participant à ce webinar dans leurs attitudes, parce qu'effectivement, de même que le confinement a induit certaines habitudes, eh bien maintenant il faut retrouver d'autres habitudes qui sont, comme chacun sait, une seconde nature. Donc retrouver sa nature profonde, profiter de ce confinement pour faire le point sur soi et voir les avantages et inconvénients de sa situation, tout en mesurant les risques de ces nouvelles situations. Je crois que toutes ces explications ont permis à chacun de pouvoir mieux disposer de soi-même, de son environnement, de son entourage, de son métier pour être résilient, puisque c'est le mot qui a été utilisé, et rebondir dans une nouvelle vie dont on a pu mesurer les limites, les contraintes et les espoirs. Voilà. En tout cas, grand merci, et c'est un merci que adressent tous les participants qui ont été très touchés de ces remarques. Merci beaucoup. Merci Caroline. Christian, je pense que le dernier mot est pour toi. Ah bah, pour le dernier mot, j'ai pas toujours le dernier mot de la fin. Dieu, je crois que Guy et moi avons été très soucieux de prévoir ou d'accompagner ce déconfinement, comme vient de le dire Caroline. Il y a une nouvelle donne qui se profile maintenant, où chacun devient beaucoup plus autonome dans un environnement qui est mal connu, mal saisi, et on le voit bien, les hésitations, les allers-retours des pouvoirs publics qui, tout en lâchant la bride, veulent quand même tenir la situation, à la fois au regard de leurs responsabilités, au regard de la santé de chacun d'entre nous. Et donc on sent que c'est à chacun d'entre nous de jouer sa partie au mieux de son intérêt, mais aussi de l'intérêt collectif. Et c'est cette difficulté que nous avons perçue avec Guy et que nous avons souhaité pour les patients du lymphome et de leucémie lymphoïde chronique et de Waldenström expliciter aujourd'hui dans ce webinar. Ce qu'il en ressort, c'est que dans les enquêtes qui ont été montrées en début de séance, c'est que finalement, on n'a pas plus de risque que les autres. En pratique, si ce risque arrive, alors là, ça peut être une catastrophe chez nous. Et ceci a été bien développé par le docteur Sylvain, que je remercie beaucoup et qui participe depuis bien longtemps à nos webinars. Voilà, donc je remercie vraiment tous les intervenants et qui ont apporté leur contribution. Peut-être que Guy a quelque chose à ajouter pour cette... Non, Christian, je pense que tu as couvert tous les remerciements. Je voulais juste rappeler qu'il faudrait qu'on propose un petit questionnaire là sur la droite de l'écran pour vous demander si vous seriez intéressé de participer à un autre webinaire dans les jours qui viennent. Donc n'hésitez pas à répondre et on reviendra vers vous si on en fait un autre pour avoir plus de détails sur vos besoins. Encore une fois, merci à tous les orateurs de ce soir, Caroline, Dominique, Dr Choquet, Christian et moi-même. Vous remercions. Remercions tout le monde, tous ceux qui ont tenu cette heure et 40 minutes, et en espérant vous revoir très prochainement. Voilà. Alors le replay, vous aurez très prochainement le replay sur chacun des sites de l'association, que ce soit Espoir ou de Stilk. Absolument. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.